peut-être en préambule revenir sur deux petites mises en garde et peut-être deux déceptions pour vous, pour dire sur ce sur quoi je n'ai pas travaillé et comment je n'ai pas travaillé mon objet. Comme ça, au moins, les choses seront claires sur les questions auxquelles je pourrais vous répondre. On a dit des hommes engagés dans des associations féministes. C'est pour bien distinguer ce que j'ai appelé des militants féministes, donc des hommes qui sont engagés dans des collectifs féministes, distinguer ces militants féministes des hommes féministes. Alors, ça peut paraître des subtilités de langage de sociologue, voilà, mais c'était important pour moi comme distinction à opérer, pas parce que je ne considère pas que les hommes ne peuvent pas être féministes, mais parce que c'est d'une part sociologiquement compliqué à déterminer qu'est-ce qu'un homme féministe, et probablement d'ailleurs qu'est-ce qu'une femme féministe, dans le sens où sociologiquement, comment on va déterminer qu'un homme est féministe? Est-ce que c'est par ses pratiques dans sa vie professionnelle, par ses pratiques dans sa vie privée, par la somme des deux? Mais quel est le degré ou le type de pratiques qui vont permettre de dire c'est un féministe, c'est pas un féministe, etc. Donc ça serait presque une thèse à faire en soi, quand bien même on pourrait réussir à obtenir un résultat satisfaisant. Donc moi je m'intéresse vraiment aux militants, ce qui veut dire que par exemple j'ai pas particulièrement travaillé sur les penseurs de l'égalité des sexes. On évoquait un des ouvrages qui est présenté ici, qui a été publié par Benoît de Groot dès la fin des années 70 et qui a été réédité il y a 2-3 ans, 3-4 ans, sur différents penseurs dans l'histoire occidentale de l'égalité des sexes, notamment Condorcet, Stuart Mill ou Fourier, qui sont souvent d'ailleurs, qui apparaissent souvent dans le panthéon des féministes, puisque c'est vrai qu'historiquement, ils sont parmi les premiers à avoir défendu l'égalité des sexes et l'égalité des compétences des hommes et des femmes. Donc moi, je ne me suis pas intéressé à tous ces hommes, qui sont intéressants à divers égards, mais vraiment aux militants féministes, donc à des hommes qui se sont engagés dans des collectifs. Et cette question de l'engagement, elle était importante pour moi aussi, puisque concrètement, c'est quand même un acte spécifique d'aller s'engager dans une association, dans un collectif. C'est un acte qui est différent que de proclamer son soutien à l'égalité ou de proclamer l'égalité. Donc pour moi, c'était vraiment deux choses distinctes. Donc je me suis vraiment concentré sur la question des militants. Alors une fois que j'ai dit sur quoi mon attention s'est portée, dire comment j'ai regardé cet objet, les militants féministes, objet au sens sociologique, hein, c'est des humains en vrai, hein, mais comment j'ai donc regardé cet objet, ou plutôt comment je ne l'ai pas regardé en tout cas. Tout à l'heure a été dit, c'est bien qu'il y ait des hommes qui soient engagés, etc. La sociologie, c'est pas nécessairement une question de neutralité absolue, mais en tout cas, elle essaye de pas être dans le jugement moral, politique, de c'est bien ou c'est pas bien. Et donc moi, et parfois c'était difficile parce que j'avais envie de dire que c'était bien ou que d'autres c'était moins bien. Et on a toujours des chouchous quand on enseigne, et on a toujours des chouchous quand on fait de la recherche. Il y a des enquêtés qu'on préfère. Mais donc, moi, c'était du coup une prise de distance à prendre qui était importante. L'objet, c'était de ne pas héroïser ces militants. Il ne s'agissait pas de dire voilà les héros oubliés de l'histoire de l'égalité des sexes, mais plutôt de restituer une histoire qui était certes peu connue, mais pas sur un mode du récit héroïque. Alors, pas héroïser, pas non plus dénoncer, c'était pas non plus un travail de dénonciation et de dire regardez les imposteurs, ils disent que, ils ont fait que, mais en fait, etc. C'était pas ça mes questions, quand bien même ces deux dimensions, elles ont pu intervenir dans l'analyse, mais c'était vraiment pas ça le cœur du débat. Et de la même manière, et ça je fais référence à beaucoup de travaux qui existaient sur cette question plutôt en anglais, et qui s'attachent à définir qu'est-ce qu'un bon homme féministe ou un bon militant féministe, c'est quoi le programme en 10 étapes pour devenir un homme féministe, etc. Bon, c'était pas non plus mon objectif de faire un manuel, devenir un homme féministe. Donc c'était important aussi de pas s'attacher à dire ça c'est être un bon militant féministe et ça c'est ne pas être un bon militant féministe.
mais plutôt de comprendre éventuellement, quand cette tension-là se posait, qu'est-ce que ça produisait sur ces hommes et sur ces engagements. Donc ça a été dit, je vais le redire brièvement, c'est vraiment une perspective historique longue que j'ai choisie, donc de revenir sur cette question dans le contexte français au moment de la Troisième République. Je reviendrai sur pourquoi partir de cette date, jusqu'à la période contemporaine, en m'intéressant à la fois aux trajectoires individuelles et au contexte collectif, au niveau des organisations féministes, pour essayer de comprendre comment ces contextes des organisations féministes ils vont être des facilitateurs ou des freins à l'engagement féministe des hommes. Donc concrètement, et sans être trop long sur ce point, ça veut dire que j'ai fait un travail dans des archives. Il y a différentes sources d'archives qui existent pour travailler sur les mouvements féministes. Excusez-moi. Je fais une parenthèse, puisque par contre, je suis un militant des recherches sur les mouvements féministes et des travaux sur les mouvements féministes. Là, je n'ai plus aucune objectivité. Je signale qu'il existe en France un centre des archives du féminisme qui est localisé à Angers, qui a été créé notamment grâce à... dire deux mots sur ce centre, parce que c'est intéressant aussi, je trouve, sur les histoires du féminisme et des archives du féminisme. C'est un centre qui s'est créé à Angers pour la conjoncture de deux raisons. D'une part, parce qu'à Angers, il y a Christine Barr, qui est une historienne des mouvements féministes, parmi les pionnières de celles qui ont travaillé sur les mouvements féministes et qui œuvrent vraiment pour le savoir sur les mouvements féministes. Et c'est une histoire qui est souvent méconnue, mais à la suite de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout un tas de documents, parfois associatifs, et c'est le cas ici, ont été pris par les Allemands, transférés à Berlin, et une partie de ces documents se sont retrouvés à Berlin-Est et ont été ensuite transférés à Moscou. Et la France a engagé une politique de retour de ces archives avec la Russie à la chute du régime soviétique. C'est le cas par exemple du fonds d'archives de la Ligue des droits de l'homme, jusqu'en 1930. Toutes les archives qui concernaient la Ligue des droits de l'homme jusqu'en 1939 n'ont été récupérées en France qu'à la fin des années 90. Et donc parmi toutes ces archives, il y avait un très conséquent fonds d'archives d'une militante féministe des années, à partir du début du XXe siècle et surtout des années 20 et 30, qui s'appelle Cécile Brunschwig, qui avait le triple tort au regard du régime nazi, d'être féministe, socialiste et juive. Et donc toutes ces archives ont été saisies et donc on suivi ce chemin, et donc elles ne sont revenues en France qu'en 2001, sauf que, et j'en viens là au centre des archives du féminisme à Angers, sauf que la France n'avait pas les structures pour accueillir ce fonds d'archives sur les mouvements féministes, dont, pour le dire un peu crûment, personne ne voulait parce que ça n'intéressait pas grand monde. Et donc c'est à la faveur de la venue de ce fonds très conséquent que ce centre d'archives des féminismes s'est installé à Angers, alors que par exemple il existe à Paris la bibliothèque Marguerite Durand, qui est dans le 13e arrondissement, mais qui était trop petite pour accueillir un fonds aussi conséquent. Donc j'ai travaillé sur différents fonds d'archives, et puis j'ai fait 36 entretiens biographiques approfondis avec des militants ou des anciens militants féministes. Alors, je suis un peu bavard, donc peut-être que j'aurai pas le temps de tout dire. Normalement, j'avais prévu 2 temps, mais peut-être que je vais surtout me concentrer sur essayer de retracer un peu une histoire de la place des hommes dans les mobilisations féministes en France. Et peut-être qu'on abordera plutôt les questions des trajectoires individuelles dans les questions, sauf si j'arrive à tenir le plan que je m'étais fixé. Donc la première des questions que je me suis posée, c'est où est-ce que dans l'histoire des mouvements féministes français, on a trouvé des hommes, et pourquoi on les a trouvés à certains moments, à certains endroits, et pas à d'autres. Alors, deux constats généraux à partir de cette première question. Il y a pratiquement toujours eu, à toutes les époques, des militantismes non mixtes et mixtes pour défendre la cause féministe. Je disais que je suis parti de la naissance de la Troisième République au début des années 1870.
c'est la période où en France se constitue véritablement un mouvement féministe. Alors évidemment, il y avait eu des revendications d'égalité des sexes, on a parlé de différents penseurs tout à l'heure. Il y a aussi eu des femmes, il y a Olympe de Gouges pendant la Révolution française, des femmes qui ont participé aux différents épisodes révolutionnaires des années du 19e siècle, qui ont revendiqué l'égalité des sexes, les droits civils, parfois les droits politiques. Mais le féminisme en tant que mouvement, avec des associations, une presse, et qui dure dans le temps, vraiment s'installe avec la Troisième République. Au tout début de la Troisième République, c'est une association mixte qui est créée, je vais y revenir dans un instant, mais très rapidement la non-mixité va aussi apparaître, et à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à la période contemporaine, on trouve à chaque époque des associations exclusivement de femmes, des associations mixtes, hommes et femmes, et parfois, peut-être que j'en dirai un mot, des associations exclusivement ou des collectifs exclusivement d'hommes. Donc premier constat global, il y a toujours eu des structures mixtes et non mixtes pour défendre la cause féministe. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième constat, c'est que, et qui est peut-être contre-intuitif au regard d'un certain nombre de discours contemporains, mais justement sur lequel je vais revenir et que je vais essayer d'expliquer, c'est que la présence des hommes, elle est en tout cas en pourcentage décroissante sur l'ensemble de cette période. Alors, ce n'est pas une courbe linéaire, hein, il y a des pics d'engagement des hommes, mais si on raisonne en termes de pourcentage, en termes de part des hommes parmi les effectifs militants des collectifs mixtes, cette part-là, elle est décroissante sur le long terme entre la fin du 19e siècle et la période contemporaine. Et donc c'est sur ça que je vais essayer de revenir. Donc si on se plonge à la fin du 19e siècle, au moment de la chute du Second Empire et de la constitution de la Troisième République, on est dans un contexte social, politique, juridique, d'infériorisation des femmes très puissant. Donc vous savez que depuis la Révolution française, il est acquis que les femmes sont exclues des droits politiques, y compris lors des différents épisodes révolutionnaires. Hein, la question du droit de vote des femmes aura toujours été refusée. Et puis le 19e siècle aura été une entreprise, alors quand on dit ça, ça fait un peu complotiste, mais si on regarde différents champs, différents espaces, le 19e siècle est une véritable entreprise d'infériorisation des femmes. En 1804 est créé le Code civil napoléonien qui fait des femmes des mineurs juridiques. Donc elles n'ont aucun droit sociaux, légaux, sans autorisation d'abord du père, puis du mari. Je fais une petite parenthèse, mais par exemple, c'est aussi au XIXe siècle le moment de l'infériorisation scientifique des femmes. Les biologistes vont théoriser que la taille du cerveau des femmes est inférieure et que donc les femmes sont moins compétentes, etc. Donc il va y avoir vraiment, du point de vue du champ intellectuel, du champ médical, du champ politique, du champ juridique, toute une série d'infériorisation des femmes qui fait que quand la Troisième République se constitue, la place des femmes dans l'espace public est vraiment très illégitime. Et même parfois interdite. Par exemple, elles n'ont pas le droit, au début de la Troisième République, de diriger un journal politique. Elles n'ont pas le droit de s'exprimer dans la presse politique sans l'accord d'un homme. Donc il y a tout un tas de restrictions légales, donc puissantes, et puis plus symboliques, plus sociales, qui font que les capacités des femmes à s'organiser elles-mêmes de manière autonome pour leur émancipation est socialement relativement improbable. Et c'est d'ailleurs un homme qui... Alors, il y a différentes initiatives individuelles et collectives qui commencent à émerger un peu avec la Commune de Paris, et puis même avant, dès les années 1868-69. Mais c'est finalement un homme qui va s'imposer et qui va être reconnu d'ailleurs par les militantes également, comme le père du féminisme français, donc un homme qui s'appelle Léon Richer, qui est qui est journaliste, républicain, franc-maçon, qui déjà dans les années 1860
fait dans des loges parisiennes des discours en faveur de l'égalité des sexes, et qui crée en 1869 un journal qui s'appelle Le Droit des femmes, et qui créera l'année suivante l'association pour les droits des femmes. Alors, il milite notamment avec une grande figure féministe de l'époque qui s'appelle Maria de Rème. Mais Léon Richer est très soucieux, très conscient, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans l'histoire des féminismes, très conscient de l'inégalité réelle entre les hommes et les femmes, et donc il va vouloir utiliser cette inégalité pour essayer de la critiquer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va dire, ce sont les hommes qui ont les clés des lois, donc il faut convaincre les hommes pour que les lois changent. Et donc il va faire vraiment de l'engagement des hommes dans son association, sa presse militante, un enjeu fondamental. Et de fait, dans les années 1870, on a à peu près un tiers d'hommes qui participent à cette entreprise militante de Léon Richer pour la cause des femmes ou pour l'égalité des sexes. Alors, il faut dire aussi qu'on est dans une période d'effervescence, hein, c'est le début de la Troisième République. Il y a différentes causes qui vont être investies, la question de l'école, la question de la paix, voilà, qui vont trouver à s'épanouir dans le contexte de l'avènement de la République. Et la cause féministe, elle s'inscrit un peu dans ce mouvement. Et Léon Richer entend s'appuyer sur l'avènement de la République pour faire de cette cause une cause centrale. Alors, il va être très actif, hein, Léon Richer, il va créer... Alors, bon, les débuts de la Troisième République sont assez troubles, l'association puis le journal vont être brièvement interdits, il va finalement recréer une nouvelle association en 1882 qui s'appelle la Ligue française pour le droit des femmes, la LFDF, qui va durer presque 100 ans, elle va disparaître en 1981. Il va continuer à publier sa revue militante Le Droit des femmes, mais petit à petit, d'autres associations vont naître et un certain nombre de femmes, notamment, vont venir contester Léon Richer. Alors, ce n'est pas une guerre frontale, mais quand même, il y a des déplacements qui s'opèrent pour deux raisons. Et deux raisons, d'ailleurs, qui vont un peu s'alimenter l'une l'autre. La première, c'est que Léon Richer, effectivement, a des prétentions un petit peu hégémoniques sur le mouvement féministe, et un certain nombre de femmes trouvent que quand même, il pourrait laisser un peu la place à d'autres. Et donc là, il y a une question de rapport homme-femme qui se joue, mais aussi en partie une question de génération. C'est aussi des militantes plus jeunes qui vont arriver et qui vont chercher à trouver leur place dans ce mouvement féministe naissant. Et puis, il y a aussi une question de fond, une question politique. Léon Richer dit, moi, je suis pour l'égalité des sexes, je suis pour le droit de vote et d'éligibilité des femmes, mais je pense que ce n'est pas le bon moment politique pour les revendiquer. Il faut d'abord obtenir l'égalité civile, donc la modification du code civil, pour que les femmes fassent les preuves de leurs compétences en général, et donc à ce moment-là, on pourra légitimement demander les droits politiques. Alors Maria de Rème, qui milite jusqu'à sa mort avec Léon Richer, à cette phrase, elle dit à ceux qui disent qu'il faut attendre le bon moment, je réponds que ça fait 2000 ans que nous attendons. Et de fait, Maria de Rème ne va pas s'affronter directement à Léon Richer sur cette question, mais d'autres vont le faire, et c'est le cas par exemple d'Hubertine Auclair, vous avez peut-être entendu ce nom déjà, qui va militer, Hubertine Auclair, qui va militer à partir des années 1880 spécifiquement sur la question du droit de vote et d'éligibilité des femmes. Elle va créer une association qui s'appellera le suffrage des femmes, et elle va aussi contester un petit peu la stratégie réformiste de Léon Richer de vouloir convaincre les députés d'accorder des droits aux femmes, et elle va revendiquer des modes d'action un petit peu plus frontaux, un petit peu plus radicaux, et par exemple elle va lancer un appel à la grève des femmes, à la grève de l'impôt des femmes, tant qu'elles n'ont pas les droits politiques. Donc, tant que les femmes ne peuvent pas voter et être élues, elle appelle les femmes à ne pas payer leur impôt, selon une rhétorique finalement relativement sensée, de dire si on est des citoyennes vis-à-vis de l'impôt, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas vis-à-vis de la vie politique. Tout ça pour dire que donc progressivement les femmes s'affirment dans le mouvement féministe,
au tournant du XXe siècle, est créée une grande association féministe non mixte, le Conseil national pour les femmes françaises, qui existe encore aujourd'hui, même si ça a un peu changé, mais elle existe toujours, je crois. Hein. Elle existe toujours, cette association. Le Conseil national des femmes françaises, c'est vraiment elle est créée en 1901 et c'est le rassemblement de grand nombre d'associations féministes qui existent, mais aussi d'associations philanthropiques, protestantes et juives particulièrement, de femmes qui vont progressivement se convertir à la cause féministe et donc rejoindre ce CNFF. Et donc elles sont parmi les moins radicales par rapport à ce qu'elles revendiquent et au mode d'action qu'elles choisissent, mais elles sont non mixtes. Donc on voit aussi la question de la radicalité, c'est intéressant. Au début du XXe siècle, celles qui sont les moins radicales, c'est celles qui privilégient la non-mixité, alors qu'aujourd'hui, la non-mixité est plutôt associée à une forme de radicalité. Et donc, ce CNFF va revendiquer la non-mixité en disant qu'il faut que les femmes fassent la preuve qu'elles sont capables de s'organiser politiquement, d'organiser des grands meetings, d'organiser des grands congrès, etc. Et c'est de fait ce qu'elles feront. Mais à côté de cette grande organisation non mixte, perdurent des associations mixtes ou se créent des associations mixtes. La grande association qui va se créer, c'est en 1909, l'Union française pour le suffrage des femmes, créée notamment par Cécile Brunschvig que j'évoquais tout à l'heure, qui va donc se créer exclusivement sur la question de la revendication du droit de vote des femmes. Et donc cette association, elle va être mixte, mais elle va avoir une particularité qu'on va retrouver dans la quasi-intégralité des associations mixtes du début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 30, c'est que les instances dirigeantes vont être réservées aux femmes. Donc les hommes vont pouvoir être militants, vont pouvoir adhérer, vont pouvoir militer, participer à tous les événements de l'association, mais la direction de l'association va être réservée aux femmes, et ce dans le but explicite de dire c'est d'abord l'émancipation des femmes qui est en jeu, donc c'est à elles de montrer qu'elles prennent en charge ce combat, non seulement qu'elles en ont les compétences, mais aussi qu'elles se préoccupent de leur propre sort et donc qu'elles prennent en charge ce combat. Et donc très clairement, tout ça pour dire que progressivement, on est sur des temps longs, hein, fin 19e jusqu'à la fin des années 30, c'est une période longue, hein, mais progressivement, les mouvements féministes et les militantes féministes vont davantage s'intéresser à politiser les femmes sur la question de l'égalité des sexes, vont davantage s'intéresser à faire venir des femmes à leurs associations qu'à faire venir des hommes, et progressivement, la part des hommes va s'affaiblir. Si on prend l'UFSF, donc l'Union française pour le suffrage des femmes, j'ai par exemple pu retrouver justement au centre des archives du féminisme d'Angers que j'évoquais, toute une série de listes d'adhésions. J'ai plus les chiffres en tête, mais au final ça fait plus de 20 000 adhésions, je crois, entre 1909 et 1939. Et donc, je me suis amusé entre guillemets à compter le nombre d'hommes et de femmes sur chacune de ces listes. Et si on les regroupe par année, on a une diminution progressive au fil des ans. Et alors qu'on avait près de 20% d'hommes avant la Première Guerre mondiale, on a moins de 10% d'hommes dans les années 30. Sachant aussi que les années 30 sont une période de troubles politiques et sociaux que vous connaissez sûrement, qui vont aussi affecter la crédibilité des revendications féministes, l'instabilité politique, la peur des groupes fascistes, plus les répercussions de la crise économique de 29, font que des hommes politiques, des intellectuels qui avaient soutenu les droits des femmes dans les années 20 vont rebrousser chemin, vont cesser de soutenir l'accès des femmes au droit de vote, vont cesser de défendre le travail des femmes et dire on a une période de chômage, il faut que les femmes retournent au foyer pour libérer les emplois pour les hommes. Donc les années 30 sont vraiment des années de recul, et y compris en termes d'effectifs militants, c'est vraiment des associations qui se féminisent extrêmement. Et on le sait trop peu, mais quand je parlais des années 1870, on était sur quelques dizaines, quelques centaines d'hommes. Quand on parle des années 20 et 30,
on parle de plusieurs centaines de milliers d'adhérents et d'adhérentes. Dans l'entre-deux-guerres, les associations féministes ont vraiment constitué des mouvements de masse. Il y a vraiment une capacité de mobilisation très conséquente des mouvements féministes en termes de nombre, hein, bien plus qu'elles n'auront jamais, hein, y compris dans les années 70. Donc sur cette première période un peu longue de la Troisième République, qui elle-même est longue, on voit déjà une participation des hommes qui s'effrite au fur et à mesure que les femmes s'affirment comme les leaders du mouvement féministe et comme devant se préoccuper prioritairement de leur émancipation. Pour autant, la majorité des associations féministes à cette période reste mixte et accueille volontiers les hommes et au contraire fait plutôt un accueil chaleureux aux hommes. Si on fait un petit saut dans l'histoire qui correspond au pic de mobilisation féministe, dans les années 70, la situation va être radicalement différente, en tout cas en apparence, mais elle va être assez nettement différente. Elle est plus nettement différente parce que le centre du mouvement, ce qui a retenu le plus l'attention, qu'on appelle le MLF, le mouvement de libération des femmes, va revendiquer la non-mixité. Et donc on retient l'image que les mouvements féministes des années 70 sont des mouvements non mixtes, voire anti-hommes. Alors cette image, elle est biaisée de deux manières. D'abord parce qu'elle réduit les mobilisations féministes des années 70 au seul MLF, je vais y revenir dans quelques minutes, mais ensuite aussi parce que c'est une vision qui elle-même caricature le MLF, et ça je voudrais insister d'abord sur ce premier point. Le MLF c'est quoi? C'est donc le mouvement de libération des femmes, il apparaît sur la scène publique le 26 août 1970, en déposant sur la tombe du soldat inconnu une gerbe à l'honneur de plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Donc ce premier événement, avec un trait humoristique certain, fait déjà, pas du tout la une, mais en tout cas retient l'attention des journalistes, hein, et on trouve des filets d'informations dans la presse et même des clichés qui sont publiés de ce premier événement. Il faut voir d'où ça vient, il fait suite à des rencontres qui ont eu lieu au printemps 1970 où plusieurs groupes féministes plutôt informels, certains qui datent d'avant 68, d'autres qui se sont formés au moment des événements de mai-juin 68, se rencontrent dans l'idée de construire un mouvement plus large que ces petits groupuscules qui existaient jusqu'à maintenant. Et parmi ces groupuscules, par exemple, il y avait des hommes il y en avait un, par exemple, qui était mixte. Et au départ, la question de la non-mixité, elle n'est pas forcément perçue comme particulièrement nécessaire, quand bien même elle existe déjà aux États-Unis et qu'une partie de ces militantes sont au courant de l'expérience américaine. Ce qui se passe, c'est que lors de ces rencontres au printemps 70, les militantes se rendent compte vite que les hommes qui sont présents sont par ailleurs aussi des militants de l'extrême gauche, hein, dans la période post-mai-juin 70, qui ont beaucoup pris l'habitude de parler pendant les réunions, d'avoir beaucoup d'avis sur tout ce qui se discute dans les réunions politiques. Et donc finalement, les femmes se sentent rapidement dépossédées de leur libération, de leur émancipation. Et donc, au départ, elles votent pour l'organisation d'une réunion non mixte. Le point de départ, c'est de dire, bon, la première réunion a été conflictuelle avec les hommes, on ne s'est pas senti assez libre de parler, on va organiser une réunion non mixte. La simple création de cette réunion non mixte crée des réactions extrêmement sexistes de la part des camarades militants, qui vont essayer d'empêcher la tenue de cette réunion et qui vont attaquer politiquement cette réunion. Donc c'est à partir de là que ces militantes vont revendiquer la non-mixité et la revendiquer avec un discours politique en disant si on est non-mixte, c'est parce que quand on est en mixité, il y a un certain nombre de difficultés qui se posent et qui nous empêchent d'agir concrètement pour notre libération. Si notre énergie, elle doit être consacrée à dire aux hommes, s'il te plaît, laisse parler la camarade, c'est du temps qui est perdu pour faire autre chose. Pour autant, cette non-mixité revendiquée du MLF, elle est vraie pour deux choses.
D'une part, les assemblées générales qui ont lieu toutes les semaines aux Beaux-Arts de Paris à partir de la rentrée 70, où effectivement les hommes ne sont pas acceptés, et pour un certain nombre de groupes du MLF, et notamment des groupes de parole. Mais ce n'était pas vrai pour toutes les activités du MLF. Je donnerai juste deux exemples. Il y a un groupe sur la question de l'avortement qui est créé dès janvier 71 au sein du MLF, qui est labellisé entre guillemets MLF. Le MLF, c'est une organisation totalement informelle, c'est pas une association loi 1901, hein, mais c'est des interconnaissances militantes. Et donc il y a un groupe au sein de ce réseau d'interconnaissances, MLF, qui débat de l'avortement et qui est ouvert aux hommes. Et puis il y a des événements qui sont ouverts aux hommes, les manifestations, des conférences ou des journées de débat qui sont organisées, qui sont ouverts aux hommes. La seule chose, c'est qu'elle pose des conditions, ces militantes du MLF, à la participation des hommes. Par exemple, pour les manifestations, elles disent les manifestations sont ouvertes à tout le monde, aux femmes, aux hommes. Par contre, on demande aux hommes de manifester en fin de cortège parce que c'est important que les femmes apparaissent devant. Là encore, c'est des militants qui sont rompus à l'exercice de la manifestation, généralement, qui vont manifester avec les féministes et qui sont rompus à l'exercice de la manifestation au premier rang. Et donc, il y a des témoignages assez rigolos de l'époque de militantes qui disent « Un souvenir de cette manif, c'est d'avoir passé mon temps à dire « les mecs derrière !» Parce qu'à chaque fois, ils voulaient revenir devant. Et puis, par exemple, en mai ou juin 71, elles organisent 2 journées à la Mutualité, qui est donc à Paris, dans le 5e arrondissement, consacrées à la lutte contre les crimes faits aux femmes. Alors, les archives ne sont pas toujours concordantes, mais ce qui est sûr, c'est que les hommes sont acceptés, mais elles vont leur demander, par exemple, de créer une crèche qui doit servir à garder les enfants des militantes mères qui n'ont pas de solution de garde et qui voudraient assister à ces débats. Donc, on leur explique que leur manière de militer, c'est de s'occuper de ces enfants pendant que des femmes vont pouvoir discuter politique au sens des questions féministes. Alors autant vous dire que c'est des conditions de participation qui vont être relativement peu attractives pour des hommes, qui sont par ailleurs, je le disais, rompus à toute forme de militantisme et qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise « tu ne peux pas tout faire » ou « tu ne peux pas tout faire n'importe comment », il y a des règles. Ce n'est pas des règles auxquelles ils sont habitués et généralement ils refusent plutôt de se plier à ces nouvelles règles. Par contre, et c'est ce que je disais, le deuxième point, c'est que les années 70, les mobilisations féministes des années 70, ça n'est pas que le MLF. Il y a une diversité de mobilisations féministes au cours des années 70 qui, elles, vont être beaucoup plus investies par les hommes. Et j'évoquais la question de l'avortement. En particulier, la lutte pour le droit à l'avortement va être particulièrement investie par les hommes. Alors, la lutte pour le droit à l'avortement, elle fait suite à la conquête du droit à la contraception au moment de la loi Neuwirth en 1967, donc du nom du député Lucien Neuwirth qui dépose la proposition de loi. Alors, on dit 67, la loi Neuwirth, il faut savoir que les décrets d'application ont intégralement été signés en 71-72, hein. Donc on voit déjà le temps qu'il peut y avoir entre le moment du vote d'une loi et son application. Pour différentes raisons, ce n'est qu'au début des années 70 que les décrets sont votés. Et entre-temps, les militantes féministes, notamment du MLF, sont allées en quelque sorte plus loin dans les revendications et ont mis sur la scène politique la question de l'avortement avec les slogans qui sont restés dans l'histoire, le droit à disposer de son corps, un enfant si je veux, quand je veux, etc. Cette question de l'avortement, elle prend une ampleur conséquente en 1972 au moment du fameux procès de Bobigny où Gisèle Halimi va défendre
En réalité, il y a 2 procès de Bobigny. L'histoire, c'est une jeune fille de milieu plutôt modeste qui se retrouve enceinte après avoir été violée par son petit copain de l'époque. Et donc sa mère cherche à faire avorter cette jeune fille, enfin sa fille. Un médecin lui propose un avortement contre une somme exorbitante. Donc elle n'a pas les moyens, comme elle est ouvrière, elle n'a pas les moyens de payer cette somme, donc elle se tourne vers des connaissances qui disent je connais quelqu'un qui, et donc pour une somme d'argent quand même, mais beaucoup plus restreinte, un avortement clandestin est pratiqué sur la jeune fille. Et 1 an plus tard, le compagnon, le violeur, est arrêté pour vol de voiture. Et pour négocier sa peine, dénonce la jeune Marie-Claire, puisque c'est son prénom, et sa mère pour l'avortement qu'elle a subi l'année précédente. Et donc sont arrêtés Marie-Claire, sa mère, la collègue ouvrière qui avait été servie d'intermédiaire et l'avorteuse, qui sont donc poursuivis dans le cadre légal, puisque l'avortement est interdit. Voilà, qui sont poursuivis. Et donc, fin 72, 2 procès sont organisés. Pour Marie-Claire d'abord, qui est mineure, donc devant la Cour de justice des mineurs, et puis après pour les 3 autres femmes devant la Cour pénale. Et Gisèle Halimi va vraiment faire de ces procès les procès de la loi qui interdit l'avortement, en mettant en évidence combien cette histoire montre l'inégalité des femmes devant l'avortement, puisque à la même époque, les femmes plus fortunées peuvent trouver soit des médecins en France qui pratiquent l'avortement dans des conditions d'hygiène et de sécurité et d'anonymat tout à fait satisfaisantes, soit carrément vont à l'étranger, en Angleterre, en Belgique, ou surtout aux Pays-Bas, où l'avortement là est légal. Et donc ce procès va être extrêmement médiatisé, va poser la question de l'avortement sur la scène publique de manière très forte. Et à la suite de ce procès, en avril 1973, est créé le MLAC, le Mouvement pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception, qui va en fait être une réunion de différentes forces politiques favorables à une libéralisation de l'avortement. Donc on va y retrouver évidemment les féministes du MLF, mais pas que. On va y retrouver des militants gauchistes, d'extrême gauche. On va y retrouver des militants et des militantes du planning familial, qui à l'époque encore est sur le planning familial jusqu'en juin 1973 et sur une position très modérée sur l'avortement. Ils sont plutôt favorables à un avortement thérapeutique, mais voilà, bon, ça va changer à partir de juin 1973. Des syndicats, la CFDT va être extrêmement impliquée dans le MLAC, et puis des médecins plutôt proches des milieux maoïstes, le groupe Information Santé, qui vont défendre cette question de l'avortement. Donc partout on se crée des groupes MLAC qui vont être extrêmement mixtes, et notamment dans lesquels il va y avoir beaucoup de médecins hommes. À l'époque, la médecine est encore très masculinisée. Et donc beaucoup de médecins hommes vont participer à ces groupes MLAC partout en France. Ces groupes MLAC, ils vont militer pour la libéralisation de l'avortement, mais ils vont aussi pratiquer des avortements clandestins, et surtout dire qu'ils pratiquent des avortements clandestins. Donc ils vont ça va être une forme de défiance vis-à-vis du pouvoir politique et judiciaire, en disant vous nous dites que c'est interdit, très bien, nous on vous dit qu'on en fait. Donc, comment vous réagissez? Et dans la mesure où il n'y a aucune poursuite pénale ou très peu de poursuites pénales qui sont engagées, ça sert d'argument pour dire, puisque la loi est caduque, changez la loi. Puisque vous ne faites pas appliquer la loi, ça veut dire que la loi est caduque, donc il faut la changer. Alors, une petite précision technique, ces avortements pratiqués dans le cas des groupes MLAC, il est rendu possible par l'introduction en France d'une méthode d'avortement dite méthode Karman,
je renvoie à tous les travaux d'une historienne collègue, Bibia Pavard, hein, qui a travaillé sur toutes ces questions et qui montre comment au début de l'année 60, à partir de l'été 72, est diffusée dans les milieux médicaux et notamment des médecins du groupe Information Santé que j'évoquais tout à l'heure, cette méthode Karman, donc Harvey Karman, qui était un psychologue américain qui a diffusé en Occident une méthode d'avortement dite par aspiration, pour aller très vite, au lieu de racler le contenu de l'utérus, on aspire le contenu utérin, ce qui permet de ne pas faire une anesthésie générale et qui est moins douloureux. Alors, dans les années 70, on disait c'est pas du tout douloureux, c'est un acte complètement anodin physiquement. Bon, il me semble que ce soit pas tout à fait exact, mais en tout cas, ça permet de faire des avortements dans des conditions d'hygiène et de sécurité beaucoup plus fortes que ce qui était possible auparavant. Donc c'est aussi à la faveur de cette technique et de la diffusion de cette technique que les groupes MLAC peuvent pratiquer ces avortements. Et donc beaucoup de femmes vont venir dans ces différents groupes MLAC partout en France se faire avorter. Sauf que je le disais, ces groupes MLAC sont la coalition de différentes formes de militantisme et assez rapidement on va se poser la question des rapports hommes-femmes à l'intérieur de ces groupes. Et notamment les militantes féministes vont vite critiquer l'attitude des médecins puisque concrètement, notamment sur la pratique des avortements, les militantes féministes accueillaient les femmes qui souhaitaient avorter, les rassurer, leur expliquer ce qui allait se passer, etc. Pendant l'avortement, elle leur tenait la main, donc Karman, qui promouvait donc cette méthode par avortement, parlait d'une anesthésie verbale, donc c'était important de parler aux femmes pendant l'avortement, de leur expliquer ce qui se passait, etc. Et, donc et à la fois de les rassurer. Donc c'était les femmes qui faisaient cette anesthésie verbale pendant l'avortement, pendant que les hommes faisaient les gestes techniques. Et puis c'était encore les femmes qui, après l'avortement, soit maintenaient soit au moment de l'avortement rassuraient un peu sur qu'est-ce qui allait se passer dans les jours qui viennent, etc. Qu'est-ce qui était normal, pas normal, pourquoi il fallait s'inquiéter, etc. Et puis éventuellement, quand un lien se perdurait, c'était aussi elles généralement qui faisaient ça. Et donc elles vont critiquer cette division sexuée des tâches militantes, les hommes techniciens qui ont le savoir, la pratique, etc. Et les femmes qui sont des espèces de mères dans ces groupes militants. Et donc rapidement, ça va créer des conflits autour de cette division des tâches entre les hommes et les femmes, et qui vont parfois conduire à des scissions, à des départs de groupes militantes, etc. Au demeurant, donc, ces groupes vont durer un an et demi, puisque la loi Veil va entrer en discussion à l'automne 74, elle va être votée en décembre 74, et puis les décrets d'application, eux, vont être signés le décret d'application de la loi va être signé en janvier 75. Donc dès la mi-74, ces groupes commencent à s'étioler. Mais disons que sur un an et demi, malgré les difficultés que je viens d'évoquer, des hommes vont largement s'investir dans une cause féministe, celle de l'avortement. Alors je suis très bavard, je ne sais pas combien de temps... Ok, donc je passe vite sur... je pourrais revenir sur d'autres espaces féministes des années 70 dans les questions éventuellement, mais dire deux mots sur la situation depuis les années 80. Alors, vous le savez, à partir du début des années 80, les mouvements féministes sont moins visibles, il y a moins de forces militantes. C'est une période aussi de très forte féminisation. Pour le coup, autant dans les années 70, il y avait pu avoir des espaces restreints où les hommes ont pu s'engager, autant dans les années 80 et jusqu'à la deuxième moitié des années 90, vraiment, les mouvements féministes sont extrêmement féminisés. Mais à partir de la fin des années 90, va arriver une nouvelle génération et avec elle un nouveau discours de mise en avant de la mixité féministe. C'est une association qui maintenant a disparu depuis 2-3 ans, mais qui est créée en 1997, qui s'appelle Mixcité, donc MIX-CITE, qui est notamment fondée par Clémentine Autain, qui aujourd'hui est connue pour d'autres engagements.
mais qui donc cofonde cette association en 97. Et cette association, elle est symbole de ce renouveau. On a des jeunes et des jeunes militantes et militants qui ont entre 25 et 30 ans, qui disent, bon, bah, nous on est héritières des années 70, on n'est pas en opposition avec ce qui s'est passé dans le passé, mais nous on a connu la mixité à l'école, on s'est fait, en gros, les relations hommes-femmes, excusez-moi, les relations hommes-femmes, on sait gérer, on va pas se faire marcher sur les pieds, et donc il n'y a aucune raison que les hommes ne puissent pas venir dans notre association, enfin venir défendre la cause des femmes ou la cause féministe avec nous, et même on trouve que c'est important qu'il y ait des hommes qui s'engagent. Et donc l'association Mixité va vraiment développer tout un discours et même parfois une stratégie de recrutement en direction des hommes, en disant c'est important que les hommes s'engagent sur cette question. À partir du début des années 2000, la question qui s'est déjà posée dans les années 70 et déjà encore par le passé, de finalement, quand on est en mixité, même quand on est en mixité féministe avec des hommes bienvoulants, engagés, qui y croient, sincères, etc., eh bien, il y a des effets de socialisation, il y a des effets inconscients qui font que les hommes les militantes vont se rendre compte que les hommes vont plus facilement répondre aux sollicitations des médias, vont plus facilement prendre la parole dans les réunions, etc. Et puis que aussi la mixité, elle a des avantages, mais elle a des inconvénients. Les femmes osent moins parler de choses plus privées en réunion mixte qu'en réunion non mixte. Or, depuis les années 70, la dimension, un des slogans des années 70, c'était de dire le privé est politique, donc la manière dont les rapports hommes-femmes sont aussi socialement construits et traversés par des rapports de pouvoir dans la sphère privée, c'est un enjeu féministe important depuis les années 70. Or là, la mixité, elle empêche un peu de discuter entre femmes de ces questions parce que les femmes se sentent moins à l'aise, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin des années 2000, cette histoire de mixité, elle va un petit peu se répéter. Je vais prendre deux exemples d'associations que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Ni pute ni soumise se crée en 2003. C'est un mouvement mixte, qui s'inscrit dans une filiation un peu plus conflictuelle avec les mouvements féministes au départ. Au début, elles disent on n'est pas féministe, c'est pas joli comme mot, etc. Bon, elles vont après se réapproprier cette histoire et s'inscrire en filiation, mais elles insistent aussi sur la mixité. Il y a des hommes, la question de l'égalité des sexes implique les hommes, etc. Et puis en fait, elles vont aussi rapidement se rendre compte que ça pose des questions et donc elles vont un petit peu abandonner ce discours de il faut des hommes et de fait l'association va se féminiser sans qu'elle devienne non mixte. Aucune de ces associations ne va se transformer en association non mixte, juste elles vont attacher moins d'importance à il faut des hommes et du coup il va y avoir moins d'hommes dans ces associations. C'est le cas aussi d'Oser le féminisme, qui a été créé en 2009 par notamment Caroline de Haas. Encore récemment, Caroline de Haas a exprimé le fait qu'elle s'était mise à compter les prises de parole et qu'elle s'était rendue compte que quand il y avait des caméras dans la salle, les hommes parlaient non seulement plus que les femmes, mais en plus que quand il n'y avait pas de caméra. Et donc, ces histoires, elles vont se répéter. Et peut-être pour terminer sur une question qui fait le pont avec d'autres questions qui ont été abordées dans le programme qui était présenté en début d'intervention. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus en France d'associations féministes qui met à son agenda militant la question d'impliquer les hommes, de faire venir les hommes. Il existe des associations mixtes. Oser le féminisme est une association mixte. Beaucoup d'associations mixtes existent, mais elles mettent peu en avant il faut impliquer les hommes. Exactement au moment où ce discours a commencé à faiblir dans les mouvements féministes, on l'a retrouvé dans d'autres espaces de défense de la cause des femmes ou de l'égalité des sexes. Vous avez sûrement entendu parler du programme de l'ONU He4She. Il y a des programmes sur l'égalité professionnelle qui insistent sur et je crois que le programme Happy Men était présenté au cours du Forum des femmes, voilà, qui insiste sur l'implication des hommes dans l'égalité des sexes. Et donc c'est intéressant pour moi en tout cas, de voir dans les années à venir comment cette question sur laquelle finalement a toujours buté
les mouvements féministes de comment on fait pour travailler en mixité sans reproduire l'inégalité qu'on dénonce, eh bien comment elle va être confrontée, affrontée, éventuellement dépassée dans ces nouvelles arènes qui promeuvent aujourd'hui cette question de l'implication des hommes en faveur de l'égalité des sexes. Peut-être que je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir pas trop assommé.